Bonjour à toutes et tous. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu envie d'approfondir le sujet des peuples racines. On appelle aussi peuples premiers ou peuples autochtones. C'est dans la continuité du premier épisode de ce podcast où le danseur et maître zen Claude Magne nous partageait son expérience initiatique auprès des Jivaro en Amazonie quand il avait une vingtaine d'années. Et suite à cet échange, j'ai eu envie d'en savoir davantage sur les peuples premiers, parce que ce sont des peuples en fait qui vivent directement au contact du vivant. Ça me semblait intéressant de découvrir davantage leur organisation sociale, leur représentation du monde, leur façon de concevoir les relations qui sont très différentes de celles de nos sociétés occidentales modernes. Et donc pour ce faire, je suis partie interviewer Sabah Rahmani, qui est une anthropologue spécialiste de ces peuples, et qui est auteure du livre Sagesse des peuples premiers, plaidoyer pour la terre. On a enregistré cet épisode à l'occasion du festival Darwin à Bordeaux. Il y a encore quelques petites imperfections sonores dans cet épisode. Je vous remercie pour votre patience, le temps que je me cale bien sur tous les aspects techniques de l'enregistrement d'un podcast. Et je vous laisse en compagnie de Sabah. Bonjour Sabah Rahmani. Bonjour. Vous êtes journaliste, diplômée en anthropologie et vous travaillez depuis plus de 25 ans sur les peuples racines, amérindiens, pygmées, Maasai, Maoris, Sami, Kanak et bien d'autres encore. Vous avez effectué de nombreux reportages auprès des communautés autochtones un peu partout dans le monde et vous êtes l'auteur du livre Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre, qui est sorti en 2019 aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du possible. Parmi les sujets qui vous passionnent, les relations entre l'humain, les humains et la nature, et c'est ce qui va nous intéresser principalement dans cet épisode de podcast. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous interroger sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux communautés autochtones ? Je pense que quand on s'intéresse à l'autre, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était souvent une quête identitaire pour soi, parce que comme disait Rimbaud, je est un autre, et je dirais plutôt aussi l'autre est un je. On est en miroir dans la relation, et de par mes origines marocaines, arabo-berbères, les premiers terrains d'études que j'ai fait en anthropologie, en Amérique du Sud, en Pérou et au Bolivie, quand je me suis retrouvée dans une famille, j'avais l'impression d'être chez mes grands-parents berbères au Maroc. Et il y a eu une prise de conscience de se dire, en fait, au-delà des différences culturelles, il y a aussi beaucoup de points communs, et c'est ça qui m'a amenée et qui m'a passionnée à rencontrer la diversité et la beauté des cultures du monde. Peuples racines, c'est le nom que vous utilisez dans votre livre pour parler de ces peuples autochtones, que l'on peut aussi qualifier d'indigènes. Qu'est-ce qui désigne ce terme ? Oui, alors le thème, en français, généralement, les anthropologues utilisent le terme de peuple autochtone. Moi, j'aime bien l'expression peuple racine, parce que ce sont les anthropologues russes qui emploient cette terminologie, et elle a été réintroduite par Jean Mallory, qui était le fondateur de la collection Terre humaine, qui était aussi ethnologue, spécialiste des Inuits. Et j'aime cette qualification parce que peuple racine, dans l'image, dans la métaphore aussi, c'est ceux qui sont à la racine d'un territoire. Ce sont les populations qui se sont installées les premiers sur un territoire, et souvent depuis des millénaires. Donc, et d'où le mot de terme peuple autochtone, peuple racine, peuple indigène, c'est les premiers habitants d'un territoire depuis des millénaires. Ils sont plus de 370 millions dans le monde, vous l'expliquez dans votre livre. Alors, depuis, les chiffres ont changé. L'ONU, les derniers chiffres, c'est 475 millions dans le monde. Ah oui, ben ça, il y a une grosse croissance de ces chiffres. Et donc, dans le livre, vous disiez qu'ils vivaient à peu près sur 20% des terres de la planète, où se trouve 80% de la biodiversité. Alors peut-être que ça... Oui, non, ça va, c'est toujours à peu près les mêmes chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette proportion de 80% de la biodiversité mondiale, c'est pas anodin, parce que l'ONU reconnaît que c'est grâce au mode de vie des peuples autochtones que cette biodiversité est préservée, parce que leur relation à la nature fait en sorte de préserver cette harmonie. Qu'est-ce qui justement caractérise leur lien à la nature, leur lien au vivant ?
Alors souvent, pas tout le temps, mais en tout cas généralement les peuples autochtones sont souvent des peuples, ce qu'on appelle animistes. Ça veut dire quoi animiste? C'est-à-dire qu'on considère que toute forme de vie a un esprit, que tout est vivant, que ce soit dans le minéral, dans le végétal, l'animal, mais aussi le cosmique, c'est-à-dire que la lune, les étoiles, le soleil ont aussi un esprit et toutes ces forces de la nature et tous les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, on peut communiquer avec, ce vivant et que l'être humain n'est pas à part. Il n'y a pas l'humain et la nature, c'est l'humain fait partie intégrante de cet écosystème et on est capable d'être, en relation avec toute forme de vie et qu'on peut communiquer, pas forcément avec un langage, verbal comme on est en train de parler entre nous, mais avec d'autres modes de communication qui peuvent être des rituels, qui peuvent être des prières, qui peuvent être, des chants, des danses, des vibrations, des énergies, des rayonnements. Donc, il y a tout un langage possible avec le vivant, quelle que soit sa forme. Ça, c'est une différence qui est quand même très importante avec le monde occidental et avec nos sociétés, à nous. Oui, alors mais en Occident, ça existait, ça a juste été, déconnecté, déraciné, parce que dans les médecines toutes les médecines traditionnelles, des cultures humaines avaient pour principe cette communication et avec la nature et cette quête d'harmonie. Parce que souvent dans les médecines, traditionnelles animistes, c'est le but, c'est de réintroduire à la fois l'harmonie dans le corps physique, mental et spirituel, mais aussi rétablir l'harmonie au sein d'un groupe humain et troisièmement, rétablir l'harmonie avec notre environnement et de maintenir, l'équilibre, écologique, dans là où on vit et donc d'être en lien équilibré avec tous les êtres vivants. On peut avoir accès, maintenant à une petite fraction, on va dire, de ces sagesses ou de ces médecines. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'on a perdu finalement ce lien-là à une vision, enfin cette vision, non séparée? Alors souvent en anthropologie ou en philosophie, on explique ça avec, le matérialisme, hein, et l'industrialisation où, dans cette philosophie, où on a chosifié la nature, on a rendu la nature comme quelque chose, un objet, on l'a enlevé de son de on lui a retiré ses qualités, vivantes, on l'a vu comme une machine mécanique, ça c'était plutôt, 18e siècle et à partir du moment où on enlève la qualité vivante, de la nature, on va la rendre objet, on va la rendre mécanique et on va l'exploiter. C'est-à-dire qu'on va lui donner une distance, elle sera inerte et du coup, on va pas se rendre compte que on est en train de rompre, le cycle du vivant et cette, matérialisation, cette vision matérialiste, industrielle, c'est ça qui nous a coupés de cette relation, qui nous a éloignés, déracinés de cette quête d'harmonie avec toute forme de vie. Parce que si on avait effectivement cette conscience d'une nature, vivante, on serait pas forcément capable de pouvoir l'exploiter ou d'arriver à des niveaux, on va dire, de destruction qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Oh oui, alors par exemple dans la science, dans les, sciences naturelles, on voit bien que le végétal, l'animal, c'est vivant. Je dis pas que le matérialisme aujourd'hui, est toujours à l'extrême, mais le fait de nous éloigner de cette nature et surtout qu'elle fasse, un lien, un cycle et qu'elle circule entre tous les êtres vivants, c'est ça parce que c'est comme si on pouvait plus communiquer avec elle. Par exemple, typiquement, un agriculteur, aujourd'hui on dit que c'est un exploitant agricole, il va exploiter les exploitations minières, on va exploiter comme on a exploité aussi malheureusement dans l'histoire avec, l'esclavage, la traite humaine, on a exploité des êtres humains, on exploite la nature. Il y a une relation de domination et une relation de prendre pour, et rompre l'équilibre, rompre l'harmonie. Il y a plus d'échange, on est prédateur et à partir du moment où on a cette vision de prédation, on rompt, la capacité de l'autre à répondre ou en tout cas, d'être dans un échange équilibré et cette vision matérialiste, hein, de l'économie et du rapport au vivant, c'est ça qui est destructeur, qui est mortifère. Et les peuples autochtones, eux, ont un rapport qui est vraiment différent, qui est un rapport d'échange, et de préservation. C'est ce que vous expliquez dans votre. Bien sûr, d'échange et de gratitude. C'est-à-dire que quand, dans les sociétés traditionnelles, quand ils vont moi où j'étais, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, quand on va prélever quelque chose, que ce soit dans l'agriculture ou dans la chasse ou la pêche,
C'est-à-dire qu'ils vont, avant d'entrer dans une forêt ou devant, la mer ou devant une rivière, ils vont s'adresser à l'esprit des lieux, ils vont demander l'autorisation de pouvoir prélever et ils vont prélever, je dis bien prélever, que le strict nécessaire et ensuite ils vont rendre avec leur manière de redonner avec cette gratitude, ça va être sous forme d'offrandes, de rituels, de même une pensée, même un chant, et même une prière, même des mots. Pour eux, sacré, ça peut être un petit geste qui peut sembler, nous, de l'extérieur en Occident, symbolique, mais pour eux, c'est pas du tout symbolique, c'est opératif. C'est-à-dire que l'échange s'effectue et cette attitude de respect, de dire: «Voilà, la terre», et souvent qu'ils appellent la terre-mère, nous nourrit, la terre nourricière nous offre, de quoi nous nourrir et de quoi subvenir à nos besoins, donc il faut lui rendre. Il faut lui redonner, d'une forme ou d'une autre, pour avoir ce sentiment de gratitude. C'est antinomique avec la vision d'exploitation où dans l'exploitation, on vole, on est dans la prédation et on redonne pas, on n'est pas dans la gratitude. Donc on est dans une relation, verticale, dominante, alors que dans une relation d'échange, on est dans une relation horizontale et équilibrée. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est la, conscience qu'ont ces peuples, à la fois des générations passées, mais aussi des générations à venir et du fait que la nature est à préserver pour nos enfants aussi et j'ai beaucoup aimé dans votre livre commence par ce proverbe africain: «Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants». C'est pas anodin non plus que souvent elle est appelée la terre-mère, la mère qui nourrit ses enfants. Donc en général, une mère quand elle allait son enfant, par exemple, elle va pas lui dire, comment dire? Elle lui donne avec son amour, c'est un don gratuit. L'enfant, il va lui rendre tout son amour avec l'affection, il va pas la maltraiter. Les enfants qui est nourri au sein de sa mère, au contraire, c'est une relation d'amour. Autre élément qui est passionnant et que vous évoquez aussi, c'est la reconnaissance qui est accordée, aux femmes et dans beaucoup de paroles de représentants, masculins, il y a, on honore en fait le rôle des mères, le rôle des femmes dans leur culture et j'ai trouvé ça très touchant. Oui, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, mais il faut pas non plus idéaliser. Toutes les sociétés autochtones ne n'offrent pas une place privilégiée, aux femmes ou en tout cas une place équilibrée. Il y a aussi, des sociétés autochtones où, les femmes aujourd'hui ont dû se battre pour avoir plus de respect, plus d'égalité et le mouvement d'égalité des femmes, il a été aussi fait dans, certaines communautés. Donc dans le livre, je parle de ma grande amie, la cacique Tanonay, qui a été la première femme, chef, du peuple Cariri au Brésil, il y a 30 ans et à l'époque, ça a été un combat, les autres membres de la communauté ne voulaient pas, parce que c'était une société patrilinéaire, hein, ne voulaient pas qu'elle devienne chef et finalement, c'est un autre chaman qui a dit: «Si, elle a été choisie par le grand esprit pour être la première femme chef» et aujourd'hui elle a fait évoluer, leur société pour, faire reconnaître la place des femmes et leur rôle essentiel. Ça fait référence à la conférence à laquelle j'ai assisté, hier dans le cadre du festival, Climax sur le lien entre l'écologie et la paix et sur, le rôle des femmes en tant que guerrières de paix et c'est intéressant ce que vous dites sur, l'idéalisation de ces peuples. D'ailleurs, vous le soulignez clairement dans votre livre. Il s'agit pas justement de les idéaliser ni de vouloir absolument leur ressembler, mais plutôt de se laisser toucher et de se laisser questionner, par le lien qu'ils ont avec, le vivant et une autre, représentation finalement du monde. Oui et de s'inspirer parce que en fait, en les rencontrant, en partageant, des quotidiens avec eux, je me suis rendu compte qu'ils touchent le cœur et ils touchent l'universel de l'humain. Au-delà des différences, historiques, culturelles, spirituelles, bien sûr, qui fait partie de la diversité, de la beauté humaine, hein, des cultures. Ils viennent nous toucher au cœur, ils viennent nous toucher à quelque chose du vivant, au cœur du vivant. Et nous, cette sensibilité, nous l'avons tous, même si notre système, politico-économique, s'est éloigné, de cette intelligence, du sensible, hein, du et de la perception. Eux, ils n'ont pas rompu, avec cette relation d'être au monde et d'être dans une relation de communication, avec ce vivant. Donc c'est là où ça vient nous interpeller, de dire: «Bah, voilà, comment je peux me reconnecter, à la nature pour me reconnecter à ma propre nature?» Parce que l'éveil des sens vient compléter, l'éveil de la conscience vient l'alimenter, vient le nourrir, vient le grandir, parce que c'est ça le but. C'est pas on n'est pas juste des êtres cérébraux, intellectuels, on a un corps sensible et c'est qui contribue à notre, relation,
harmonieuse avec notre environnement parce que quand on se promène dans la nature, quand on nage, quand on va dans une forêt, quand on monte dans une montagne, on est saisi par la beauté et qu'est-ce que c'est pas notre intellect qui est d'abord saisi, c'est nos sens. On dit: «Waouh, c'est beau», la vue, l'odorat, l'ouïe parce qu'on écoute les oiseaux, le vent, notre peau est touchée par, le vent qui danse, qui nous caresse et c'est cette relation, ouverte à travers tous nos sens, tout notre corps, toute notre conscience, que là, on peut vivre des choses, très belles, dans notre cœur. On se reconnecter au vivant, c'est aussi se reconnecter à son corps. Ah complètement et notre corps nous aide à nous reconnecter à notre conscience et à notre être global. C'est vraiment de toucher l'être dans sa globalité parce qu'on a tendance, dans nos sociétés avec le matérialiste à fragmenter les choses, à mettre tout dans les cases. Donc on a un corps, donc on va travailler au niveau du sport le corps. On a un mental, on va travailler le mental. On a, des émotions, on va travailler l'émotion. On a une psychologie, on va travailler mais non, en fait, toutes ces parts-là c'est de faire en sorte de les réunifier et c'est là qu'il y a quelque chose de plus grand et des perceptions, de l'intelligence, de la conscience et des sens qui peut être, élargie et on peut vivre des choses beaucoup plus belles et quand on s'ouvre, avec tout notre être et tout notre corps et tout notre cœur évidemment. Ah, c'est beau. L'invitation, c'est donc de retrouver une forme d'unité dans tout ce qui nous compose et de voir cette unité à l'extérieur. Exactement. Moi, j'aime comparer, par exemple, la biodiversité avec la diversité culturelle et aussi la diversité de la personne humaine, parce que toutes ces facettes-là, c'est la diversité, elle est en nous, on la porte. On porte cette diversité à la fois naturelle de tout ce qui nous compose. C'est complexe, mais en même temps, quand on retrouve cette unité, quand on réharmonise toutes ces parts de nous-mêmes et qu'on retrouve notre propre unité, là, on expérimente et on vit de très belles choses. Il y a quand même un travail sur soi à faire. C'est parfois un travail qui est long et c'est un travail qui est beau et qui est nécessaire et ça fait référence aussi à ce qu'on entendait hier soir. Oui et ce que disait, Zarida, Khan, c'était magnifique. Je connaissais pas l'étymologie du mot curiosité de curare qui veut dire prendre soin et c'est vrai que, de prendre soin, c'est, aller vers l'autre, prendre soin de soi pour mieux prendre soin, des autres et de son environnement et oui, ça demande, je dirais pas un travail, mais en tout cas, de plus avoir peur, de pas avoir peur de ces conditionnements, parce que dans toutes les cultures, on est conditionné par notre éducation, par la société, par notre famille, par, notre travail et en même temps, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, d'avoir, cette curiosité d'aller vers l'autre, d'aller vers la différence parce que elle nous tend un miroir, comme je le disais au début du podcast. C'est vraiment, ne pas avoir peur de s'ouvrir et d'ouvrir son corps, sa conscience, son cœur, son esprit et c'est là qu'on fait des découvertes, auxquelles on s'y attend pas et on se découvre aussi soi-même. C'est tout le chemin que vous avez emprunté. Évidemment, pour ces peuples racines, pour revenir à eux, même si on est toujours sur ce sujet-là, ils sont confrontés à de nombreuses menaces. Il y a un enjeu de préservation de leur culture, de leur terre qui est très présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont ces menaces à l'heure actuelle et comment est-ce qu'ils y font face? Oui, malheureusement, les menaces, ils les connaissent depuis, les invasions coloniales, hein, donc ça fait des siècles et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, les menaces postcoloniales. C'est-à-dire que là encore, souvent, hein, pas systématiquement, mais dans une grande majorité des cas des peuples autochtones, ils sont menacés par, les intérêts des exploitations, minières. Parce que comme ce sont des territoires qui sont très riches en biodiversité, souvent ils ont aussi des sous-sols riches en ressources minières, minerais, pétrole, argent, diamants, et cetera, pierres précieuses, ou alors là, dans la forêt, le bois et qui sont, l'objet de convoitises des grandes multinationales, hein, avec la complicité évidemment, des États, dans les pays dans lesquels ils vivent et il y a aussi la double peine, c'est ils sont victimes depuis, l'époque coloniale de discrimination. Parce que ces discriminations, que ce soit au Canada, en Australie, aux États-Unis, au Brésil et cetera, en Afrique, elles sont réelles et on va dénigrer leur culture, on va mépriser, mais c'est aussi une manipulation idéologique pour mieux, exploiter, la richesse de leur territoire. Donc c'est vraiment, ma mais aujourd'hui, il y a,
des mouvements, de plus en plus nombreux depuis les années 70, 90, encore plus, où, les jeunes générations de leaders autochtones sont, beaucoup, lettrés, pour beaucoup d'entre eux sont lettrés et maintenant revendiquent, créent des associations pour, défendre leurs droits culturels, pour défendre leur culture, pour défendre, leur territoire. Donc, mais c'est encore dur, même s'il y a la déclaration 169 de l'OIT qui reconnaît, pas mal de droits, même s'il y a la déclaration, de l'ONU. Ça ne suffit malheureusement pas. Aujourd'hui, le droit est indispensable, mais il n'est pas suffisant pour, protéger ces cultures et la solidarité internationale avec les citoyens, quel que soit leur pays, que ce soit en Occident ou dans leur, pays, d'origine, mais il y a aussi des peuples autochtones en Occident, aux États-Unis, au Canada, comme je le disais tout à l'heure, en Australie, aussi, en Europe du Nord avec les Samis. C'est le soutien des citoyens qui est, essentiel pour faire pression sur les gouvernements, pour faire pression sur les multinationales et pour ça, il y a une grande ONG internationale qui s'appelle, Survival, qui défend, le droit des peuples autochtones et qui essaye de les accompagner. J'ai aussi, avec des collègues, cofondé une revue qui s'appelle, Native il y a 4 ans. Avec toute l'équipe, nous avons mis, en place la publication d'une revue trimestrielle qui s'appelle Native des peuples des racines où, avec un ensemble de collaborateurs, on fait en sorte de faire des articles, des reportages, de connaissances et de mise en valeur, de valorisation des cultures, autochtones et de dialoguer avec elles. Et dans votre livre, on sent bien aussi tout cet enjeu pour les jeunes générations de pouvoir allier, leurs traditions avec, une forme de modernité à laquelle, de facto, ils sont obligés finalement de s'adapter parce que pour beaucoup, ça vient à eux. Mis à part ce que vous parliez des peuples préservés, enfin, je ne me souviens plus le terme exact, Les peuples isolés. voilà, isolés. Peuples isolés qui, eux, sont vraiment, qui ont 0 contact avec le reste du monde. Mais pour la plupart de ces peuples, il y a un véritable enjeu d'adaptation, tout en arrivant à conserver leurs traditions, leur identité et à, on va dire, jongler avec ces éléments. Oui, tout à fait, parce que en fait, là, moi, je lutte vraiment contre les clichés. Les sociétés autochtones ne sont pas des sociétés figées dans l'histoire. C'est pas parce qu'elles n'ont pas développé une grande culture mécanique, matérielle, industrielle, qu'elles n'ont pas une très grande richesse culturelle et dans leur cosmologie, mais aussi dans l'évolution de leur pensée, de leur pratique. Hein. Elles ont une histoire. Et le contact avec, la modernité, depuis la colonisation et les États actuels ne les fiche pas non plus. Alors, c'est à double tranchant, effectivement, parfois, il y a un risque d'acculturation, c'est ce qu'on appelle la perte de leur culture, mais de l'autre, la jeune génération, pas tous, mais en tout cas certains, essayent de faire en sorte de mêler le meilleur des 2. Et j'ai un ami, qui s'appelle Asosa et qui est un maître Nganga, un homme médecine, Puvi, pygmée du Gabon qui dit: «Moi, je suis tradi-moderne». J'ai envie de prendre le meilleur, des 2 et j'aime cette expression tradi-moderne, donc d'essayer de voir, pas de rejeter justement, l'autre, et ses beautés parce que chaque culture, hein, a ses qualités et ses fragilités, mais d'essayer de voir comment, dans la rencontre, peut se créer, le dans le respect, quelque chose, de neuf, de différent et pour créer de nouvelles harmonies. Parce que l'essentiel, le maître, mot, la clé, c'est l'harmonie. Toujours être en quête de l'équilibre et de l'harmonie. C'est passionnant et ce tradi moderne, il est vraiment chouette, j'adore. Il est vraiment magnifique. Peut-être pour terminer, une dernière question sur la place de l'arbre. Dans beaucoup des récits, que vous retracez dans votre livre, l'arbre a une place importante. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, nous expliquer un petit peu plus ce lien qui est à chaque fois différent, mais qui revient? Oui, oui, et c'était volontaire de ma part parce que j'avais constaté ça dans différentes cultures, et je leur ai posé à chaque fois la question: «Que représente pour vous l'arbre?» hein? Alors, il y a c'est très beau, très riche parce que, par exemple, à la naissance, il y a beaucoup de cultures, notamment Mudiji, qui a Papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui dit: «Ben, nous, on enterre, l'arbre dans une forêt spécifique, pardon, on enterre le placenta, dans une forêt spécifique et on met un arbre dessus et ça va être la forêt généalogique». Pourquoi? Parce que chaque famille ensuite va accompagner l'enfant qui grandit et va venir prendre soin, en arrosant, en prenant soin de l'arbre qui aura été planté sur le placenta
de la naissance de l'enfant et pour que, l'enfant puisse prendre, conscience que cet arbre, c'est son frère. Ils disent que nous sommes les frères et sœurs de l'arbre et qui va, être le reflet de comment, il va être éduqué. Donc il y aura un parallèle entre la croissance de l'arbre et l'éducation de l'enfant. Ensuite, pour revenir parce que, heu là, c'est les débuts de la vie et en fin de vie, il y a un ami, homme médecine, Machi, Jorge, qui est du peuple mapuche au Chili, qui me dit: «Bah, eux, aujourd'hui, la tradition, c'est d'enterrer les hommes et femmes médecine au pied d'un arbre». Parce que, ils considèrent que la force vitale, l'âme, l'esprit du défunt va aller dans les racines de l'arbre, va emprunter la sève et va monter au ciel pour rejoindre le peuple des étoiles. C'est magnifique et puis c'est très puissant aussi, une grande puissance dans l'arbre. Ah oui, c'est pour eux, voilà. C'est pour ça aussi que j'aime le terme peuple racine, parce que, nous sommes aussi à la racine de l'humanité. Nous avons un tronc commun, nous avons des branches culturelles différentes, mais en tout cas, peut-être que cet arbre de l'humanité qui, moi, me rappelle les arbres, de la connaissance, hein, l'Yggdrasil en Europe du Nord, on parlait de ça, l'arbre de vie dans beaucoup de cultures, l'arbre même dans la Bible, de le a a une symbolique très forte. Il relie la terre et le ciel et cet axe vertical est en mouvement. L'arbre non plus n'est pas figé. Il est le vecteur de connexion entre le monde d'en bas, le monde d'ici, le monde d'en haut. Merci beaucoup Sabah Ramani, pour, cette interview, très, très riche. Un grand merci d'avoir accepté, de donner de votre temps. Merci de votre écoute. Et puis pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient en savoir davantage, je vous encourage à vous procurer l'ouvrage de Sabah, Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre. À bientôt.